Merci beaucoup, Monsieur Michel Hervé, président du groupe Hervé. Alors maintenant, c'est l'heure de l'interview. Alors, rebonsoir à toutes et à tous, ceux qui nous suivent le savent, on a la chance ce soir à l'ESSEM, sur le campus de l'école de commerce, l'école supérieure de commerce et de l'école supérieure de commerce et de management Tours-Poitiers-Orléans, de recevoir Monsieur Michel Hervé, président du groupe Hervé. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, après tout ce que vous nous avez raconté, c'est de parler un petit peu de vous. Je sais que vous avez un parcours atypique, c'est aussi pour ça qu'on vous a invité. Quand vous avez décidé de créer l'entreprise Hervé, donc à l'origine c'était Hervé Thermique, en 1972, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, il faut se lancer? Puisque nous sommes une junior entreprise, donc nous aidons les créateurs d'entreprises et nous faisons en sorte aussi de stimuler l'intérêt pédagogique pour la création d'entreprises. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, il faut se lancer? Le besoin de liberté. J'étais allergique, si vous voulez, et je l'ai compris que plus tard, c'est que moi je suis né juste à la fin de la guerre, après la guerre, juste après la guerre. Et dans les années 50, on ne développait pas un film, y compris de De Funès, sans préalablement, dans les informations en préalable, à montrer les camps de la mort, à montrer des ossements insupportables pour un enfant de 5 ans, 6 ans, et qui voyait ce massacre, et des jeunes qui disaient ensuite je n'ai fait qu'obéir à mon chef. Hein, et c'était le procès d'Eichmann, si vous voulez, dans lequel une grande philosophe disait mais ce type-là il est nul, enfin, hein, il n'est pas, voilà. Et il disait, ben oui, mais j'ai appliqué les ordres. Et je peux vous assurer que pour un enfant, savoir que quand vous êtes en situation d'obéissance, de subordination et de discipline, eh bien vous pouvez commettre des actes absolument odieux. Et donc pour éviter ça, il faut de la liberté. Il faut se sortir, si vous voulez, de cette contrainte. Et là, naturellement, c'est d'être, par exemple, auto-entrepreneur, c'est d'être son propre maître. Voilà comment j'ai commencé. Et alors, donc, l'entreprise a eu plutôt du succès. Et donc, à partir de ce succès-là, vous vous êtes dit, il y a une dimension politique à exploiter. Et vous vous êtes dit, je me lance en politique? Est-ce que c'est le même raisonnement? Est-ce qu'on se lance en politique aussi parce qu'on considère, après tout, qu'il y a besoin de liberté? Non, là, j'étais dans une logique effectuelle. Moi, naturellement, en voulant être libre, très vite, je me suis dit, mais si je veux être libre, il faut aussi que ceux qui sont avec moi le soient. Et donc, je leur donnais, si vous voulez, de l'autonomie. L'autonomie qu'on leur donne vous amène obligatoirement à vous situer dans une position essentiellement de subsidiarité, c'est-à-dire comme l'étaient les guerriers romains, subsidiarus, qui étaient les troupes en réserve au cas où vous étiez sur le point de perdre la bataille. Donc, au départ, naturellement, ce que je savais, c'était absolument nécessaire de le porter à ceux qui étaient avec moi, les collaborateurs. Et petit à petit, ils devenaient complètement autonomes. Ils ne venaient plus me voir. Et naturellement, ce qui se passe dans les entreprises, c'est que le responsable, le chef d'orchestre, ayant des musiciens qui jouent tout seul, il se dit « mais à quoi je sers ?» Et donc, à partir de ce moment-là, il se dit je vais faire autre chose. Donc, très tôt, vous étiez un entrepreneur qui ne travaillait plus, alors. Un entrepreneur qui ne travaillait plus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on donne à tous nos managers. Nos managers qui ont trop de travail, ce ne sont pas de bons managers. Un manager, c'est quelqu'un qui travaille moins que celui qui est en contact avec l'environnement extérieur. Alors, c'est pour ça qu'il doit faire autre chose. Et là, j'ai eu une chose incroyable, c'est que le maire de ma ville meurt et que l'équipe municipale vient me voir pour me dire « il faudrait que tu sois maire ». Vous étiez conseiller? Non, j'étais pas conseiller. J'étais plus conseiller. J'avais fait ça parce que je voulais savoir ce que c'était que ma ville, etc. Donc j'avais fait pendant 6 ans adjoint au maire, et puis je m'étais pas représenté. Et là, quand le maire est mort, les gens sont venus me voir en disant « est-ce que tu pourrais être maire ?» Alors on a fait une élection pour les citoyens, bien sûr, pour que le conseil soit au complet, et à partir de ce moment-là, ils m'ont élu maire. Et là, il s'est passé une chose incroyable,
c'est qu'au lieu de la subsidiarité se faisait avec le PER, P-E-R-E, et là, ils ont dit, mais attends, il a des choses à faire extrêmement importantes, il ne travaille pas seulement pour nous, il travaille aussi pour la ville, et à ce moment-là, ils ont fait de la subsidiarité entre pairs, P-A-I-R. Un peu comme si vous, quand vous avez un problème, avant d'aller voir le professeur, vous allez voir le collègue d'à côté en lui disant « T'as compris, toi ?» etc. Et à partir de ce moment-là, de pouvoir s'entraider entre collègues. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai encore diminué mon temps de travail, c'est-à-dire de 50%, je suis passé à 30%, et ce qui m'a permis de faire tout un tas d'autres choses. Et cette autre chose, je l'ai fait parce que je me suis aperçu qu'à chaque fois que je faisais quelque chose de nouveau, j'apprenais quelque chose qui pouvait ensuite servir à mon entreprise. Le fait de devenir banquier a été un élément extrêmement important pour comprendre la relation très forte qu'il y a entre toute entreprise et sa banque. Après, le fait de passer à la collectivité m'a permis de prendre conscience quel était ce que la collectivité demandait à ses entreprises, y compris dans le privé, pour avoir une utilité sociétale. Et comme ça, je me suis aperçu, si vous voulez, et après j'ai été à l'Europe parce que naturellement, ce qui m'intéressait, c'était de voir à la fois comment fonctionnaient les Anglais, les Allemands, les Espagnols, et comment des cultures différentes pouvaient éventuellement, à travers leur singularité, leur diversité, trouver une capacité de créativité supplémentaire. Alors voilà. Justement, vous parlez de l'Europe. Avant de parler de l'Europe et puis évidemment du fonctionnement complètement inédit du groupe Hervé, j'aimerais qu'on continue un petit peu sur la lancée politique. Donc votre carrière politique commence, si ma mémoire est bonne, en 79, à Parthenay, oui. maire jusqu'en 2001. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit la politique, on n'a plus envie? Est-ce que c'est par lassitude que l'échelon local finalement vous a lui-même délaissé puisque l'élection vous aviez été battu? Ou est-ce que c'est que vous étiez peut-être trop en avance sur votre temps avec cette ville numérisée? On va en parler justement, mais j'aimerais votre sentiment justement sur, avec le recul, sur cette histoire. Ah bah cette histoire, j'ai d'ailleurs dans mon prési là une phrase de Schopenhauer qui dit toute idée neuve est d'abord ridicule, premier stade. Deuxième stade, on s'y oppose violemment. Troisième stade, on la fait sienne. Est-ce que, comme disait Marguerite Yourcenar, c'est quelque part d'avoir tort que d'avoir raison trop tôt? Absolument. Ça peut complètement être ce qui arrive très souvent lorsque vous êtes dans des innovations qui ne sont pas incrémentales, mais qui sont des innovations de rupture. Et le monde Internet était une innovation de rupture. Et le problème que ça a eu, c'est que dans un premier temps, ça a été extrêmement, et d'ailleurs on le voit maintenant, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard plus exactement, on le voit par exemple dans le monde de la presse. La presse est en train de souffre énormément parce que c'est le monde Internet qui fait souffrir la presse. Quand vous aviez un journaliste qui publie quelque chose, un événement le lendemain, alors que vous, sur Internet, vous le voyez dans les secondes qui suivent l'événement lui-même, automatiquement, vous n'avez plus envie d'acheter surtout de la PQR, de la presse du quotidien régional. Et donc, mais ces journalistes qui, eux, c'était leur métier, dans une situation de mal-être considérable. C'était toutes les professions de savoir, même les enseignants. Les enseignants, au départ, si vous voulez, sont là pour apporter du savoir aux étudiants. Et là, aujourd'hui, vous aviez la possibilité d'aller sur le net pour poser ensuite, et ça, il n'y a que des jeunes pour faire des choses pareilles. À l'époque, tout à fait au début du monde Internet, ils allaient sur le net chercher les questions vachardes qu'ils pourraient poser aux professeurs pour les mettre en difficulté. Voilà, ça c'est exactement pour leur montrer qu'au fond, ils ne savent pas tout. Et bien sûr qu'aucun professeur ne sait tout. Et donc le problème, c'était il fallait passer du métier qui est celui qui donne du savoir au métier de transmetteur de savoir, c'est-à-dire au métier de catalyseur entre le savoir et les étudiants. Et ça, c'était à cette époque-là. Maintenant, ça va un peu mieux, encore que maintenant avec les MOOC, MOCC, ça va être encore MOOC, pardon, ça va être encore plus difficile. C'est-à-dire que la profession même de formation va elle-même considérablement évoluer dans les années à venir. Autre lieu, c'était le médecin. Le médecin, les malades venaient voir le médecin, et quand le médecin leur disait « mais vous avez une grippe » ou etc., ils disaient « mais attendez, moi j'ai vu sur le net que quand on a de la température, qu'on a ceci, qu'on a cela, vous ne croyez pas que ce serait une autre maladie ?» etc. Le Ebola, par exemple,
Voilà. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, le médecin qui était considéré comme celui qui avait l'ensemble du savoir et qui avait des patients, tout d'un coup, les patients n'étaient plus patients. Et donc, ça a mis beaucoup de sociétés, et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais des entreprises, c'est que les corps intermédiaires qui ont le sentiment d'exister parce qu'ils ont l'argument d'autorité, en disant c'est moi le chef, tout d'un coup perdent cet argument d'autorité et à ce moment-là sont énormément déstabilisés. Donc c'est toute la société qui petit à petit a été déstabilisée. C'est encore le cas, mais progressivement l'évolution est en train de se faire à une vitesse qui va aller de plus en plus vite et qui fait que ou bien des sociétés vont disparaître, y compris peut-être des civilisations qui peuvent disparaître dans ce monde-là, parce que ça va tellement vite, si vous voulez, qu'on peut mourir. On peut mourir si on ne s'adapte pas. Et alors, c'est pour ça que je vous ai parlé de 3 millions d'années, parce que l'homme, au cours du temps, s'est toujours adapté. Donc moi, je suis optimiste pour le futur. Alors justement, si on revient un peu sur cette expérience politique relativement inédite, d'ailleurs qui a été analysée par plusieurs sociologues, des sociologues étaient venus dans la ville, vous parlez d'aller chercher les entreprises, notamment aux États-Unis, vous avez fait référence à Bill Gates et à l'accord qui a permis à la ville d'avoir une avancée numérique très très tôt. Vous vous êtes fait beaucoup d'ennemis avec cette histoire. Les corps intermédiaires évidemment, mais est-ce que la société dans les années 90 était prête pour ça à ce moment-là? Dès que vous êtes, je reprends toujours ce mot de Schopenhauer, dès que vous êtes dans quelque chose de nouveau, vous êtes effectivement dans le ridicule. Et les gens ont tellement peur, si vous voulez, de quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Dans une société à la pensée logique, il faut bien voir que nous sortons d'une société à la pensée logique. Dans la pensée logique, l'imprévu est extrêmement dangereux, extrêmement stressant. Les gens ont une peur considérable. Alors que si on était déjà depuis une centaine d'années dans une pensée systémique, on aurait l'habitude d'être dans un monde imprévisible. On aurait ce sentiment, si vous voulez, que au fond le safe-giving pourrait être quelque chose, l'histoire de la dinde qui meurt et qu'on engraisse tout le temps et hop, un jour on la tue. Ça ferait partie, si vous voulez, de notre univers et donc on aurait moins peur de ces idées, de ces innovations de rupture. Alors on le voit finalement, vous êtes un innovateur né. Est-ce que c'est quelque chose qui s'enseigne, ce comportement, ce goût pour la nouveauté, cette recherche? Ou est-ce que c'est quelque chose finalement qui s'enseigne que par soi-même? Parce qu'on se dit, nous, en tant qu'étudiants, et c'est aussi le rôle de la junior entreprise, que de créer des nouvelles idées, que de proposer des nouvelles idées. L'émission de ce soir en est une, mais quelque part, est-ce que c'est quelque chose qui est forcément spontané ou est-ce que ça peut s'enseigner? Alors, Erasme disait, l'homme ne naît pas homme, il le devient. Et donc, ça peut s'enseigner. La grande difficulté, c'est de savoir que nous avons là, pour le moment, dans votre école, et c'est comme dans toutes les écoles, on enseigne du savoir-faire. La vraie grande évolution éducative, c'est d'enseigner du savoir-être. C'est-à-dire de poser des questions qui vont permettre à l'individu de mieux se connaître, pour mieux comprendre son talent et pour mieux avoir une orientation, y compris pour son bonheur personnel. Je signale que le mot bonheur vient du vieux français heure, E-U-R, qui veut dire croître, la bonne croissance. C'est pas pour rien si d'ailleurs la période de notre vie la plus agréable, c'est la personne qui va jusqu'à l'adolescence, puisque là, on croît, y compris en taille, en poids et en connaissance. Mais ce bonheur n'est pas seulement du bonheur d'avoir, ça c'est ce que nous avons eu pendant les 30 Glorieuses. Et aujourd'hui, il y a d'autres formes de bonheur qui sont absolument essentielles. C'est le bonheur de vivre, c'est-à-dire de créer, et le bonheur de créer avec, c'est-à-dire le bonheur d'aimer. Et c'est ces deux formes de bonheur, à la fois et c'est pour ça que la notion d'équipe, là encore aujourd'hui, je viens à Tours systématiquement pour rencontrer les nouveaux qui rentrent dans la société. Et dans la société, il y a des gens qui viennent, qui étaient artisans, qui étaient à leur compte, et qui viennent dans notre société parce qu'ils savent d'abord, ils ont déjà entendu parler de l'autonomie des gens, mais ils savent qu'ils vont être en groupe, ils vont être en équipe. Et que le rire est communicatif et quand quelqu'un est en situation de malheur, eh bien,
quelque part, le groupe peut l'aider à dépasser ce malheur. On peut 30 secondes? Allez-y, allez-y. Parce que ça peut intéresser tout le monde dans cette... d'inattendu pour nos Oui, un peu inattendu. Tout le monde dans cette salle. Voilà, ce qui arrive quelquefois dans des gens qui ont du malheur. Alors, pendant que vous cherchez ça... Voilà. À toi, Fred. La colère m'habite, moins vive qu'au premier jour. Je suis en colère contre toi pour nous avoir imposé ta décision. Décision irréversible qui n'a donné aucune chance à personne de te tendre la main, t'offrir une écoute ou un soutien. En colère contre moi pour ne pas avoir osé faire le premier pas quand je percevais ta souffrance, et surtout en colère envers tout ce qui a pu te faire souffrir au point de prendre ces décisions, c'est-à-dire de se tuer. Aujourd'hui, mes pensées vont vers tes enfants qui ont perdu le plus précieux des trésors, un papa et sa famille. Tu étais apprécié de tous et resteras à jamais dans nos pensées. Au revoir, Fred. Et c'est une jeune femme qui travaillait dans cette unité. Et donc là, ce cas, malheureusement, est un cas malheureux parce qu'il s'est tué parce qu'il était sur le point de divorcer. Un dimanche, il a pris un pistolet et il s'est tué. Mais le groupe aurait pu, si effectivement, elle dit, Sandra, si nous avions pris conscience plutôt de ça, nous aurions pu compenser la douleur qu'il avait dans ce divorce et à travers cette puissance du groupe pour pouvoir s'en sortir. Et c'est ça qu'un individu tout seul ne peut pas faire à son compte et que va faire un groupe dans une équipe. Parce que dans une équipe, on va aider celui, et c'est l'économie du don dont je parlais tout à l'heure, on va aider celui qui est en difficulté à surmonter ses faiblesses et surmonter ses souffrances. Alors c'est formidable, vous faites ma transition. Donc, pour parler un petit peu de votre groupe, parce que le groupe Hervé, c'est quand même assez extraordinaire. Il y a 25 entreprises, un petit peu moins de 3000 salariés, on a dit tout à l'heure, oui. 1,5 milliard de chiffre d'affaires par an. Et votre fonctionnement, c'est quoi au quotidien? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut véritablement parler de management participatif? Puisque quand on surfe un petit peu ce que nous avons fait avec notre équipe pour préparer cette émission sur le site internet du groupe, et c'est aussi pour ça qu'on vous a invité, on entend parler de management participatif, d'intrapreneuriat, vous en avez parlé tout à l'heure. Au quotidien, c'est quoi le management participatif? C'est la capacité de la personne de définir d'abord son objectif, son auto-objectif, donc de faire quelque chose dans lequel il se sait talentueux, au fond, et de le faire en partageant avec d'autres un objectif de groupe, c'est-à-dire un objectif d'équipe. Et cet objectif d'équipe, c'est une équipe de 20 en général. Bon, ça peut monter à moins, maximum 25, mais si vous voulez, en moyenne, c'est des équipes de 14. Et donc, ces équipes ont un objectif commun. Alors, je vous raconte par exemple une petite histoire. Quand ils définissent leur objectif en début d'année, une équipe qui fait de la piscine, nous sommes les numéro 1 pour faire des piscines de collectivité. Et donc, il fait sa piscine de collectivité, et puis le groupe se donne des objectifs, et naturellement, autour de la table, ils exposent un petit peu aussi ce qu'ils sont sur leur savoir-être. Et le manager dit moi, mon rêve, c'est un manager qui avait 30 ans, mon rêve, c'était de faire le tour du monde. Et son équipe lui dit mais pourquoi tu ne fais pas le tour du monde? Il dit il faut bien que je vive, donc je ne peux pas. Bon. Et l'équipe lui dit mais écoute, nous, on paye le salaire du groupe, on te demande seulement une chose, c'est que tu pars avec ton ordinateur et quand on t'adresse des mails, parce qu'on a besoin de toi, tu y réponds. Et en contrepartie, ce qu'on te demande, c'est d'envoyer, de faire une lettre tous les jours de là où tu es et que tu racontes et qu'on mettra sur l'extranet pour nos clients, pour que les clients lisent. Les clients n'ont jamais autant regardé l'extranet. Et vous savez ce qu'il a fait, ce jeune-là? Eh bien, il a regardé en allant au Japon, aux États-Unis, en Russie, etc., partout autour du monde. Il a fait le tour du monde pour 9 mois. Et il a été regarder comment on faisait les piscines dans ces différents pays. Donc il s'est à la fois fait du voyage, formé, et puis le groupe était ultra content de ça, c'est-à-dire ils avaient fait un acte de don pour permettre à ce jeune d'avoir au fond l'histoire qui pour lui était un rêve. C'est comme celui qui m'a donné son livre ce matin, là, où c'est un petit enfant Tiens,
Allez, c'est une autre histoire, mais je l'ai mise aussi parce qu'elle est aussi intéressante. Ça vous donne, parce que la vie des gens, si vous voulez, c'est pas seulement le travail, c'est bien autre chose. Et aujourd'hui, dans le monde de création, on aura besoin non pas des gens qui sont productifs, qui ont rentable, qui font 35 heures, 39, 40 ou 32, ou etc. C'est pas du tout ça le monde à construire. C'est un monde de créateurs. Donc un monde de créateurs, c'est un monde comme Van Gogh, hein, c'est-à-dire où on est bien par rapport à ce qu'on fait. Hein. Et donc lui, il disait, tout d'abord, permettez-moi de me présenter, je suis un jeune responsable de chantier arrivé en 2011 à l'agence de Canet-Jean, c'est à côté de Bordeaux. Peu de temps après mon intégration, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer. À cette occasion, nous avions trouvé un moment pour converser sur vos priorités. Ainsi, aussi, si je m'adresse à vous à mon tour, c'est pour vous faire part d'un chemin que je souhaite prendre après un événement particulièrement douloureux. Le 29 mars 2012, mon épouse et moi-même avons eu à subir ce qu'aucun parent ne devrait connaître. Notre petit garçon, Raphaël, âgé de 2 ans et demi, nous a quittés, suite à une 3e opération du cœur, qui n'a pas fonctionné. Après 2 tentatives et 49 jours de réanimation, son petit corps a dit stop et il s'en est allé. Depuis ce jour, nous nous tentons de nous reconstruire et d'être forts pour Mathis, notre fils cadet de 21 mois. Si je vous confie cela, c'est afin de vous faire partager une chose, un projet. Depuis maintenant 6 mois, je travaille sur l'élaboration d'un livre pour enfants. Le synopsis est écrit et je suis en train de réaliser les illustrations. Je souhaiterais savoir si vous seriez prêt à m'accompagner de manière à m'aider dans l'édition des livres. Ce projet ne représenterait qu'une petite édition principalement pour les hôpitaux et peut-être les écoles primaires. Toutefois, sans une aide, ce projet ne restera qu'un rêve. Voilà. Et donc, on l'a aidé, hein, mais ça lui a permis, si vous voulez, de rentrer en contact avec tous les hôpitaux de France, d'aider aussi, y compris l'entreprise, à avoir une marque, si vous voulez, par rapport à l'ensemble de ces hôpitaux. Et aujourd'hui, il est venu à Tours, spécialement, il a pris une journée de congé pour venir me porter ce livre. Parce qu'il voulait que ça soit quelque chose hors de son temps de travail pour dire, vous m'avez aidé en dehors du contexte de travail pour m'aider à faire quelque chose de ma vie. Et naturellement, c'est quelqu'un qui maintenant est un grand ouvrier, si vous voulez, un grand chef de chantier sur Bordeaux. Donc si je suis un petit peu, le groupe Hervé essaye d'intégrer la vie personnelle de ses salariés dans le cadre professionnel. Par rapport à cette question-là, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait se faire ailleurs? Je pense à d'autres entreprises, pourquoi pas de taille plus grande, ou même à des PME. Si aujourd'hui un entrepreneur se dit comment est-ce que je mets en place un management participatif, comment est-ce que je mets en place une organisation qui puisse aider les salariés à se sentir bien et à intégrer leur vie personnelle dans leur vie professionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce type de questionnement? Vous n'aurez jamais des créateurs s'ils ne sont pas bien dans leur peau. Donc le problème, c'est de prendre conscience que l'avenir est dans la création. Et dans la création incrémentale, pas seulement dans la création de rupture à travers des services de recherche, mais dans la création, si vous voulez, où chacun d'entre vous a la possibilité d'intervenir. Et pour qu'il y ait cette création, on a besoin de gens qui sont bien dans leur peau, qui sont heureux d'être. Et donc, toute notre problématique aujourd'hui, elle est humaine. Et elle est donc d'aider dans les écoles de commerce à ce que cette dimension de la prise en compte de la dimension humaine, et non pas seulement à travers des technologies et à travers des outils, soit une dimension absolument nécessaire pour le futur. Et justement, c'est probablement l'une des spécificités de notre école, que d'avoir à cœur d'intégrer la dimension humaine, la dimension affective dans le travail. Par rapport à votre groupe, donc quand on parle un petit peu du groupe, je disais tout à l'heure, 25 entreprises, 3 pôles différents, numérique, industrie, le troisième m'échappe. C'est l'énergie-service, puisque il faut rechercher toujours quand même dans ce que vous faites une utilité sociétale. Il faut que ça serve, si vous voulez, effectivement dans le sens de l'histoire. Et en particulier, bon, c'est pas ici qu'on va dire que le sens de l'histoire n'est pas écologique. Hein, tout le monde en parle maintenant, si vous voulez, de cette dimension planétaire où on développe des systèmes qui vont être de plus en plus, où il faut économiser l'énergie et il faut diminuer le CO2
que l'on produit sur Terre. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons tous cet effort à faire. Donc vous êtes très en pointe sur toutes les questions d'énergie durable. Justement, si on parle un petit peu de ça, par rapport à votre stratégie globale d'entreprise, vous vous dites à un moment donné, il faut aller dans cette direction, ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait tout seul? En préparant cette émission, on a lu beaucoup de vos interviews, et je vous ai entendu dire aussi que en fait, la stratégie, elle se faisait pas d'en haut, pas, je dirais, des strates dirigeantes, mais en fait d'en bas. Le chemin se fait en marchant. Très concrètement. Le chemin se fait en marchant, c'est-à-dire que le problème, c'est cette prise de conscience de son propre objectif, que vous amalgamez avec les autres pour faire un objectif collectif. La prise de conscience très vite, c'est que en coopérant entre des unités différentes, on a une efficacité supplémentaire, parce que ça fait force. La coopération, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans un monde de compétition. Tout à l'heure, je vous disais, la compétition est nécessaire. Et quand vous avez des situations de monopole comme l'était France Télécom, c'est une catastrophe. Donc à chaque fois qu'on développe de la compétition, c'est positif. Mais en même temps, il faut, et c'est là où on est dans un monde qui sort aussi de l'herméneutique précédente, c'est-à-dire qu'on est dans un monde dans lequel il faut être ambivalent. On sait très bien qu'un microbe peut être à la fois un virus, mais aussi un vaccin. Et donc, quelque part, on a ce besoin d'avoir un monde dans lequel on développe de la coopération. Donc c'est le conseil que vous donnez à nos étudiants ce soir. Soyez microbes. Coopérer, créer. Et en même temps, n'ayez pas peur de la compétition, mais la compétition positive. Pas celle, naturellement, que vous pourriez avoir. Alors ça, j'ai oublié de 30 secondes. Ah oui, ça va vous intéresser, ça. Tiens, c'est à propos de... Alors ça intéresse en général beaucoup l'ensemble des sociétés. C'est avant tout... Excusez-moi, je suis en train de développer... Alors, où est-ce que je voulais vous emmener? Ah ben oui, c'est ça, c'est ici, c'est le créateur. Voilà, ici. Hop, il a aussi une chose essentielle. C'est la confiance. Et dans cette confiance, vous avez le bonheur de vivre l'existence. Alors là, je vous ai décrit ce que je vous ai dit tout au long de... c'est-à-dire entreprendre, comprendre, apprendre. Je vous ai dit. Mais il y a le négatif, qui est celui qui manque de confiance et qui, dans son manque de confiance, se surestime. Et donc, quand il est dans la surestimation de lui-même, il est en général mauvaise évaluation du risque, il en prend trop. Il est dans le déni d'erreur, c'est-à-dire que tout ce qui se passe, c'est pas lui, c'est les autres. Il est dans la compétition, mais la compétition où il essaye de diminuer les autres pour pouvoir exister, en faisant des croche-pattes, comme ça il est le meilleur. Il est dans la manipulation, c'est-à-dire qu'il va faire passer par Paul, Pierre, Jacques pour qu'ils se battent entre eux, pour naturellement se retrouver, lui, en situation prépondérante. Et il est dans le secret et l'opacité. Et ces gens-là ne se contrôlent jamais, ne font pas de l'autocontrôle. Et donc c'est cette dimension-là où l'éducateur a un rôle extrêmement important à jouer pour ramener ces gens-là qui se surestiment, qui sont dans la domination, dans l'humilité et dans l'empathie. Si vous avez de l'humilité, vous n'aurez pas de problème pour entrer dans des entreprises comme la mienne. Si vous êtes dans une situation où vous vous prenez pour « je suis le meilleur, j'ai été le premier », etc., là, vous risquez de ne jamais rentrer dans une société holistique. Mais dans la transactionnelle, vous avez votre chance. C'est marrant que vous parliez de ça, parce que c'est justement une des valeurs fondatrices de notre école. J'aimerais vous parler un petit peu de l'atmosphère ambiante, de la politique contemporaine. Vous avez tout à l'heure parlé des élites, de nos énarques, de nos polytechniciens. Est-ce qu'ils sont incapables d'innover aujourd'hui ? Est-ce qu'on est dans cette problématique-là ? Est-ce que la France est incapable d'innover ? Le problème... Ah là là, vous voulez me faire entrer dans un monde dont je suis sorti. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas... Ils ne brassent pas... Bon, je vous ai raconté effectivement tout ce que j'ai fait, etc. J'ai un curriculum vitae, si vous voulez, d'expérience dans tous les sens, y compris en étant président d'Europe Tibet, etc. Et donc avoir des expériences à la fois mondiales et locales,
le problème très souvent du monde politique, c'est qu'ils se sont petit à petit professionnalisés. Ils sont en vase clos. Et donc, ils ne connaissent pas suffisamment la société. Et en plus, le problème, mais ce n'est pas de leur faute, c'est que l'organisation du pays est une organisation centralisée, centrée, dans lequel ce qui est important, c'est de construire de la norme. J'ai été législateur, donc je sais qu'on construit de la norme. Alors qu'en réalité, il faudrait construire des expériences et les viraliser. C'est-à-dire laisser faire des choses à l'échelle locale, etc., et faciliter ensuite le voyage pour que les autres prennent appui sur ces expériences pour pouvoir ensuite se les approprier. Et un jour, ça deviendra la norme. Mais la norme, on ne commence pas par la norme, on finit par la norme. Et toute la difficulté dans ce pays, c'est qu'on est encore dans la pensée logique. Ce n'est pas de la faute des politiques, c'est la faute de l'ensemble de notre système de pensée, car n'oubliez pas que le monde Internet n'a que 15 ans, 20 ans, hein, si on peut dire, 20 ans. Donc 20 ans, c'est peu. C'est peu pour pouvoir transformer une pensée. C'est beaucoup pour transformer des technologies, mais pas pour transformer une pensée. Donc il faut encore attendre un peu. Il y aura très certainement des évolutions. C'est vous qui la ferez, cette évolution. C'est pas moi. Moi, j'essaye de leur dire à tous ces hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. J'ai des amis dans chaque camp, hein, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à prendre conscience des expériences positives. J'ai rassemblé un jour 2 très anciens premiers ministres, etc., autour d'une table, et j'ai fait venir la responsable, la future, maintenant qui va prendre la présidence de Sodexo, qui est Sophie Bellon, et pour qu'elle leur raconte l'histoire qu'elle a vécue en Angleterre, où en Angleterre, cette société fait le gardiennage de prisons. Au lieu d'être des prisons d'État, comme chez nous, c'est une société qui fait ces prisons. Mais vous savez, sa rémunération se fait sur la base de de la capacité à diminuer la récidive des prisonniers. Vous savez que malheureusement, quand on fait rentrer quelqu'un en prison, souvent, il ressort de prison pour re-rentrer très souvent en prison. Le taux de récidive est considérable. Et là, ils sont payés pour avoir la récidive la plus faible possible. Et effectivement, les prisons anglaises ont un taux de récidive très inférieur à ce qu'on a en France. Et donc, voilà une expérience qui pouvait être intéressante, qui peut être à l'écoute en disant « pourquoi on n'expérimenterait pas cela ?» Et là, si vous voulez, ce besoin de faire de l'expérimentation, d'avoir de la créativité, ce n'est pas dans le champ politique qu'il se construit d'abord. Le champ politique est un champ de normalisation, hein, de faire de la législation. Ce n'est pas un champ d'expérimentation. Et donc c'est pour ça que l'organisation doit changer et passer à travers des expériences locales, des petites villes qui font des choses aujourd'hui extraordinaires, qui peuvent se retrouver dans des régions et qui peuvent se retrouver ensuite dans une dimension étatique, qui elle-même se retrouve dans une dimension européenne, etc. Vous voyez bien qu'on est dans un monde qui va de bas en haut et non plus un monde qui descend du haut pour aller vers le bas. Voilà. Donc c'est ça, effectivement, le constat que vous faites, la fin de la verticalité, et puis une société de plus en plus horizontale, de plus en plus ouverte et de plus en plus transparente. Alors l'ouverture, ici, chez nous, à l'ESSEM, ça passe aussi par une émission avec la parole à la salle. C'est l'heure de notre 3e séquence, l'interview de la salle. En musique.